Lorsque le missile balistique intercontinental russe à capacité nucléaire, sinistrement nommé Satan II, a été testé pour la première fois en 2022, le président russe Vladimir Poutine l'a qualifié d'arme véritablement unique qui ferait réfléchir les autres pays qui menacent la Russie à deux fois. Il a également déclaré que le missile possède les paramètres tactiques et techniques les plus élevés et qu'il n'existe pas d'équivalent dans le monde. Avance rapide jusqu'en 2024. Et la seule caractéristique vraiment unique du Satan II semble être sa capacité à s'autodétruire avant de quitter le champ d'essai. Ce qui amène à se demander si même la fusée en a assez du leadership de Poutine. L'échec du test a en effet ébranlé le monde, non pas comme Poutine le souhaitait, mais directement face à la rhétorique exagérée de son régime. Mais comment cette puissante arme de honte collective a-t-elle pu échouer de manière aussi spectaculaire? Et comment le savons-nous, étant donné l'obsession du Kremlin de garder secret ces désastres? Dans cette vidéo, vous trouverez des réponses à toutes vos questions. Maintenant, une question peut être posée immédiatement. Pourquoi la Russie teste-t-elle des missiles nucléaires alors que le pays lui-même s'effondre? 2 ans et demi après le début du prétendu conflit entre David et Goliath, l'Ukraine, également connue sous le nom de David, a réussi à assumer le rôle de conquérant en envahissant la région de Kursk et en embarrassant Goliath presque quotidiennement. Et voici Poutine et ses amis jouant au bingo sur les lancements de missiles. Eh bien, ce prétendu essai nucléaire était en réalité un stratagème désespéré visant à sauver la réputation de la Russie par l'intimidation. La Russie, autrefois présentée comme la deuxième armée la plus puissante du monde, est désormais devenue la risée sur le champ de bataille ukrainien, confrontée à l'humiliation et à la défaite à chaque instant depuis le début de l'invasion. Alors, Poutine et ses chiens tentent de sauver la face. Et lorsque les soldats russes tombent comme des mouches, leurs chars prétendument supérieurs ont été détruits par des véhicules de combat Bradley, essentiellement des taxis de combat glorifiés. Et leur autrefois puissante flotte de la mer Noire a été détruite par un pays sans marine. La dernière chose dont Poutine peut se vanter est l'arsenal nucléaire du pays. Et mon garçon, a-t-il pris sa dernière tentative au sérieux? Premièrement, Poutine a annoncé que la Russie suspendrait sa participation au pacte sur les armes nucléaires, connu sous le nom de traité New START, en février 2023. L'accord, le dernier accord de contrôle des armements couvrant à la fois la Russie et les États-Unis, visait à limiter le nombre d'ogives nucléaires que chaque pays pouvait posséder. C'était un geste symbolique de stabilité et de retenue dans un monde de plus en plus instable. Mais alors que le cours de la guerre se retournait contre lui, Poutine a déchiré les règles du contrôle des armements nucléaires dans le but de projeter une image de puissance et d'intimider ses ennemis. Puis Poutine a annoncé pour la première fois que la Russie poursuivrait ses essais nucléaires parce que son ennemi numéro 1, les États-Unis, faisait de même. Et les États-Unis l'ont certainement fait en effectuant le test d'ICBM Minuteman III en septembre 2023. Mais voyez-vous, la différence entre ce test et celui qui aura lieu en Russie 1 an plus tard est que les États-Unis ont effectivement réussi à lancer leurs missiles. Croyez-le ou non. Le véhicule de rentrée ICBM a même réussi à parcourir environ 700 km jusqu'à l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall. Maintenant, il ne fait que se montrer. Bien entendu, la Russie a d'abord pensé qu'elle pourrait répéter le succès des États-Unis et surpasser son adversaire. Ainsi, Sergei Karakayev, commandant des forces de missiles stratégiques de la Fédération de Russie, a annoncé que le pays avait l'intention de procéder à 7 tests ICBM en 2024. Le sort final de ces tests mériterait peut-être un film à part entière. Mais dans ce cas précis, voici comment Poutine et son équipe de propagande ont tenté de présenter l'invincibilité de l'arsenal nucléaire russe. Savoir que toute cette conversation va se terminer dans un embarras épique rend les tentatives ultérieures de posture encore plus amusantes. Commençons par Poutine, le principal spécialiste d'images du Kremlin. En juin 2024, Poutine a tenu une conférence de presse désormais rare avec les rédacteurs en chef des médias internationaux. Lors de la conférence, Poutine a une nouvelle fois menacé d'utiliser des armes nucléaires et a même donné une justification. Voici ce qu'il a dit. Nous avons une doctrine nucléaire.
Voyez ce que ça dit. Si les actions de quelqu'un menacent notre souveraineté et notre intégrité territoriale, nous pensons que nous pouvons utiliser tous les moyens à notre disposition. Il ne faut pas le traiter à la légère et superficiellement. En septembre 2022, Poutine a déclaré avec audace qu'il ne bluffait pas. Il semble donc avoir remplacé son fanfaronnade par un ton plus prudent. Cela est peut-être dû au fait que la réalité a rattrapé son bavardage, lui laissant beaucoup d'humilité. Ou peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait qu'il a été démontré à plusieurs reprises qu'il bluffait. La dernière ligne rouge résultant des menaces de Poutine. L'Ukraine obtenant l'autorisation de frapper le sol russe avec des armes fournies par l'Occident est probablement la 100e ligne rouge qu'il trace dans le sable. Chaque fois, il déclare qu'il s'agit d'un point de non-retour, pour ensuite voir l'Ukraine foncer en avant, rendant ses avertissements aussi creux que ses promesses militaires. Le prochain à menacer d'anéantissement nucléaire et à glorifier l'échec massif est Dmitri Medvedev, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe et sans doute le prince clown du Kremlin. En septembre 2024, l'ancien président russe a menacé dans un télégramme de transformer Kiev en une masse géante de chaos gris et en fusion. Bien que les divagations du télégramme de Medvedev soient trop belles pour ne pas être partagées dans leur intégralité, par souci de brièveté et de bon sens, nous en fournirons un résumé. Medvedev a commencé son message en décrivant la manière dont le monde occidental perçoit la menace d'anéantissement nucléaire de la Russie. Il a déclaré que l'Occident pensait que les Russes ne franchiraient même pas la frontière et qu'ils voulaient seulement l'effrayer. Et d'ailleurs, quel est le sens de l'apocalypse ? A-t-il ajouté. Et c'est probablement la seule partie raisonnable de l'ensemble de son message, y compris le fait de qualifier un conflit nucléaire de très mauvaise histoire aux conséquences tragiques et de qualifier une réponse nucléaire de décision extrêmement complexe, aux conséquences irréversibles. Quand vous entendez cela, vous pourriez même penser que Medvedev a eu un moment de clarté, un bref éclair de bon sens au milieu du chaos de son habituelle grandiloquence. Mais non, car dans le vers suivant, il dit ce que les pompeux idiots anglo-saxons ne veulent pas admettre, que la patience ne peut être mise à l'épreuve que pendant un certain temps. En fin de compte, il s'avérera que certains analystes occidentaux modérés ont eu raison de mettre en garde. C'est vrai qu'il est peu probable que les Russes utilisent cette réponse, même si cela reste possible. Il a ensuite conclu son message par ces mots. Et voilà. Une énorme goutte de désordre gris en fusion à l'endroit où se trouvait autrefois la mer des villes russes, le nom historique de Kiev. Il a même ajouté un gros mot en anglais à la fin. Avec cette nouvelle bizarre à l'esprit, vous pouvez probablement comprendre pourquoi le département d'État américain a répondu en une seule phrase à ce qu'il appelle les absurdités habituelles du Kremlin. Nous savons déjà qu'il ne faut pas prendre Medvedev au sérieux. La dernière pièce du puzzle de la propagande vient de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères et maître de la mauvaise direction au Kremlin. Quelques jours seulement avant que le missile Satan II n'explose au visage de Poutine, Lavrov a lancé un avertissement théâtral à l'Occident, promettant que l'arsenal nucléaire de Moscou était pleinement prêt au combat. Dans un discours qui semblait tout droit sorti d'un scénario de film de série B, Lavrov a déclaré « Nous parlons de lignes rouges et nous espérons que nos jugements et nos déclarations seront entendus par des décideurs intelligents. » Il y a ajouté qu'il est convaincu que dans de telles situations, les décideurs ont une idée de ce dont parle le Kremlin, car personne ne veut d'une guerre nucléaire. Les remarques de Lavrov visaient à préparer le terrain pour ce test majeur, une démonstration de force destinée à intimider quiconque osait remettre en question la détermination de la Russie. Mais au lieu de susciter la peur, il est devenu clair que le projet dans son ensemble était voué à l'échec. Alors que Lavrov parlait poétiquement d'une arme dont l'utilisation aurait de graves conséquences pour les dirigeants du régime ukrainien, la seule chose qu'il a réellement accomplie a été de rendre l'échec du lancement prochain encore plus ridicule. En parlant de lancement, ou de tentative de lancement, analysons enfin ce qui s'est passé ce jour fatidique de septembre. Selon Pavel Podvig, analyste du projet de recherche des forces nucléaires russes, la tentative de lancement de Satan II a probablement eu lieu le 9 septembre 2024. L'exploit est arrivé à cette conclusion sur la base d'un avis de missions aériennes, AUNOTAM,
émise aux pilotes de la région le 17 septembre et annulée 2 jours plus tard, le 19 septembre. La notification NOTAM est une mesure de sécurité clé dans l'aviation, informant les pilotes des dangers potentiels à proximité. Dans ce cas, il semble que l'armée russe essayait de créer une zone d'exclusion aérienne pour le prochain test de missile, espérant peut-être que rien ne perturberait sa grande démonstration de puissance de feu. Le spectacle en question devait avoir lieu au cosmodrome de Plesetsk, un lieu stratégique de la région d'Arkhangelsk en Russie. Situé à environ 800 km au nord de Moscou et à environ 400 km à l'est de la frontière finlandaise. Ces portes spatiales est le site de lancement orbital opérationnel le plus septentrional au monde. Développé à l'origine comme site ICBM pour le missile soviétique R-7 Semyorka, développé pendant la guerre froide. Plesetsk est devenu une plaque tournante pour divers lancements militaires et de satellites, ce qui en fait un atout clé pour les capacités de défense et spatiale de la Russie. Dans cette optique, il n'est pas étonnant que cet endroit, entouré d'une dense forêt de pins et d'un terrain plat, a été choisi comme théâtre d'une démonstration massive de la puissance militaire russe. Mais il s'est avéré que cela n'a fait que servir de toile de fond à une autre défaite colossale contre la Russie. Cette fois, l'échec était lié au missile balistique intercontinental super lourd RS-28 Sarmat, mieux connu sous le nom de Satan Dieu. Apprenons à mieux connaître ce fameux missile avant qu'il ne rentre dans les annales des accidents militaires. Le RS-28 Sarmat est un ICBM à 3 étages, alimenté par un liquide et basé sur un silo, conçu pour remplacer le modèle soviétique R-36M dans l'arsenal russe. Comme vous l'avez peut-être deviné, le R-36M était le premier Satan, comme en témoignent les noms figurant dans les rapports de l'OTAN. Mesurant 35,8 pieds de long et près de 10 pieds de diamètre, Satan II possède un poids de lancement d'environ 460 livres, avec une portée opérationnelle plutôt impressionnante de 28 milles. Le Satan II pouvait cibler avec précision n'importe où aux États-Unis et en Europe, bien sûr, s'il parvenait réellement à démarrer le premier. Blague à part. L'atterrissage du missile RS-28 est le meilleur scénario pour le reste du monde. Pourquoi? Car la fusée peut transporter jusqu'à 10 tonnes de charge utile. La grande quantité de charge utile se traduit par une variété d'options d'ogives, notamment des véhicules à glissement hypersonique. Plusieurs véhicules de rentrée de missiles pouvant être ciblés indépendamment et, bien sûr, des ogives nucléaires. Au total, le Sarmat pourrait transporter jusqu'à 10 grosses ogives et 16 ogives plus petites. Cette incroyable polyvalence et ces performances impressionnantes font du RS-28 un élément important des capacités de dissuasion stratégique de la Russie. Il s'agit de l'une des 6 armes stratégiques russes dévoilées par Poutine en 2018. Elle promet de renforcer la puissance militaire russe dans une situation mondiale de plus en plus tendue. Jusqu'à présent, nous savons que le Satan II a été lancé en 2018 et testé pour la première fois en 2020. Cela signifie que nous ne parlons pas d'une vieille arme de l'air soviétique qui était vouée à l'échec en raison de son âge et de sa conception douteuse. Non. Il s'agit d'un missile à la pointe de la technologie, directement sorti de la chaîne de montage. Et pourtant, le 19 septembre, au lieu de gronder dans ce ciel, Satan II est resté sur place de façon dramatique, sans équivoque et honteuse. En d'autres termes, le prétendu test ICBM a échoué avant même d'avoir commencé. Voici tous les détails que nous connaissons. Selon Podvig, le Sarmat a probablement explosé lors de l'extraction de carburant, laissant un énorme cratère dans le sol. Les rapports sur l'incident ont fait surface pour la première fois sur les réseaux sociaux, notamment par un analyste open source travaillant chez X, anciennement Twitter, sous le pseudonyme d'Atmen Mirk Un. L'analyste en question a noté que la fusée a explosé à l'intérieur du silo, détruisant essentiellement le site de lancement environnant. Cela a ensuite été confirmé par de nombreux médias majeurs. Vous vous demandez peut-être comment une fusée peut faire autant de dégâts avant même de décoller? La réponse réside dans les capacités des Sarmat, dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo. Pour qu'une fusée atteigne 28 milles, elle doit stocker beaucoup de carburant. Bien sûr,
Tout ce carburant crée un potentiel explosif plus que suffisant dans la fusée. In terms simple, lorsque quelque chose tournait mal, le carburant faisait ce qu'il avait fait lorsqu'il s'enflammait. Il explosait. Cette réponse pourrait vous surprendre puisque nous avons appelé Satan II un missile nucléaire. Cependant, même si ce missile est certainement doté d'une capacité nucléaire, il est important de noter qu'il n'était chargé d'aucune charge nucléaire lors de cet essai désastreux. De plus, le simple fait qu'il s'agissait en réalité d'un test nous indique que le missile ne transportait pas de véritables ogives nucléaires, mais seulement des ogives factices utilisées pour collecter des données. Mais comment savons-nous, nous, que les Sarmat n'ont pas été lancés et n'ont pas simplement explosé près du sol? Il y a deux raisons principales. Premièrement, les dégâts autour du silo de missiles indiquent une panne peu de temps après l'allumage. Selon Timothy Wright de l'Institut international d'études stratégiques, cela signifie que le premier étage de la fusée n'a pas réussi à s'allumer correctement ou a subi une panne mécanique catastrophique qui l'a fait retomber dans le silo et exploser. Deuxièmement, lors d'essais de missiles typiques, l'avion de reconnaissance Cobra Ball de l'OTAN est toujours envoyé pour surveiller le lancement. Cependant, l'absence de cet avion lors de la phase finale des tests suggère que la fusée n'a même jamais décollé du sol. Le silence de ces fins observateurs en dit long. S'ils ne sont pas dans les airs, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'être regardé. Comme son commandant en chef Poutine, Satan II semble n'être que parole et aucune action. Mais attendez, comment pouvons-nous connaître cet échec? Non pas que la Russie veuille rendre publique une erreur aussi colossale. C'est là que le renseignement open source vient à la rescousse. Grâce aux images satellites analysées par des experts, nous sommes aux premières loges du carnage. Les analystes que nous venons de mentionner chez MENMIRC ont pour la première fois partagé des images satellites de Planet Labs, une société américaine d'imagerie de la Terre. La photo en question, prise le 21 septembre 2024, à 6h50 UTC, dresse un tableau indéniable de la dévastation. Par rapport aux images satellites précédentes du même endroit datant du 10 juillet, il est tout à fait clair que quelque chose s'est mal passé. Ce qui était autrefois un site de lancement vierge est désormais réduit à un véritable chaos de cratères. Le contraste saisissant entre la photo avant et après et le cratère de 200 pieds de large ne laisse aucun doute. Ce fut un test raté, et spectaculaire en plus. Mais voici le point. Quiconque connaît l'histoire des essais du missile RS-28 Sarmat ne sera pas surpris par ce résultat. Comment ça se passe? Vous souvenez-vous du premier essai de cette fusée dont nous parlions au début? En 2022? Eh bien, c'est aussi le seul vol d'essai réussi qu'il ait jamais effectué. Depuis, en avril 2022, de nouveaux échecs se sont produits. Prenons février 2023. 2 jours seulement avant la visite du président Joe Biden à Kiev, la Russie a tenté de montrer ses muscles en testant à nouveau le Sarmat. Cependant, au lieu d'une démonstration triomphale de puissance, le test s'est soldé par un échec total. Selon le site d'information russe indépendant Sirena, le Sarmat s'est écrasé peu après le décollage, sans aucune explication. Les responsables américains ont confirmé plus tard que le missile avait échoué, ajoutant une autre frappe à une liste croissante d'échecs. La Russie, qui n'est jamais du genre à admettre sa défaite, a tenté un nouveau test peu après les revers embarrassants de février. Alerte spoiler, ça n'a pas fonctionné non plus. En fait, l'ensemble du lancement a été annulé en raison d'un dysfonctionnement du système de contrôle centralisé de la fusée. Avance rapide jusqu'en octobre 2023, et nous sommes confrontés à un autre revers. Mais cette fois, le système de télémétrie est tombé en panne. Selon Sirena, ce dysfonctionnement s'expliquerait par une erreur humaine. En novembre 2023, Sarmat s'est écrasé après 77 secondes de vol et a atterri à environ 380 km du site de lancement. Comme pour le test de février, il n'y a eu aucune explication sur ce qui n'a pas fonctionné. Et puis est arrivé septembre 2024, lorsque les choses ont littéralement touché le fond. Nous sommes donc retrouvés avec des armes dites haut de gamme qui passaient plus de temps à creuser des cratères qu'à voler dans les airs. On pourrait penser que ces réalisations tout à fait humiliantes suffiraient à dissuader la Russie de présenter le Satan II
comme le joyau de l'innovation militaire. Mais surprise, le missile est officiellement entré en service en septembre 2023, devenant ainsi le système ICBM le plus puissant existant avec la plus grande portée et portée. Sur papier, bien sûr. Même après l'explosion évoquée dans cette vidéo et la destruction du site de lancement qui a suivi, Nikolai Sokov, ancien responsable du contrôle des armements en Russie et en URSS, a déclaré que Moscou continuerait probablement à poursuivre le programme Sarmat. Apparemment, lorsqu'une fusée est plus efficace pour façonner le paysage que pour lancer, la seule solution logique est de continuer à creuser. Le Kremlin, de son côté, et se rester extrêmement réservé. Interrogé sur la prétendue explosion, les porte-paroles du Kremlin, Dmitry Peskov, a complètement évité le sujet, déclarant « Nous n'avons aucune information à ce sujet ». Classiquement, ils ont transféré toute la responsabilité au ministère russe de la Défense, qui, sans surprise, ne s'est pas non plus exprimé. Il semble que lorsque les missiles échouent en Russie, la transparence aussi. Quant au reste du monde, les réactions ont été mitigées, bien que pour l'essentiel peu impressionné. Tom Karako, directeur du projet de défense antimissile du Centre d'études stratégiques et internationales, a qualifié le dernier essai Sarmat de simple bruit d'armes nucléaires. Il a souligné que tandis que les États-Unis s'efforcent de moderniser leurs propres forces nucléaires qui sont relativement anciennes, la Russie investit des efforts importants dans des projets comme Sarmat. Et pourtant, malgré tous ces efforts, les récentes réalisations de Sarmat suggèrent qu'il est plus un tigre de papier qu'une bête redoutable. Pire encore, les échecs Sarmat ne sont pas les seuls échecs des essais nucléaires russes. Le 30 juin 2023, la Russie a tenté de tester le vaisseau spatial Poséidon, officiellement connu sous le nom de système polyvalent océanique Status 6. C'était l'une des 6 armes stratégiques annoncées par Poutine en 2018, avec le RS-28 Sarmat. Le Poséidon est une torpille sous-marine à armes nucléaires conçue pour frapper les zones côtières, les navires et les bases océanales. Selon certaines informations, lors d'un essai en juin, cette torpille aurait été éjectée du silo et aurait coulé. La cause de cette panne était un capteur endommagé qui empêchait le démarrage du réacteur. Étonnamment, ce fiasco semble avoir quelque peu ébranlé la Russie, puisque le prochain lancement, prévu fin octobre ou début novembre, a été reporté et qu'aucun autre test n'a été signalé depuis. Un autre test extrêmement infructueux a eu lieu le 25 octobre 2023, lorsque Poutine lui-même était censé superviser une série de soi-disant la présidentielle commence. Alors que le Kremlin affirmait que tout s'était déroulé sans accroc, Sirena a rapporté que la fusée RS-24 Yars s'était écrasée lors de la deuxième étape du vol, tandis que la fusée RSM-56 Bulava avait été annulée à la dernière minute. La première arme est un missile balistique intercontinental armé de matériel thermonucléaire, d'une portée d'environ 10-525 000 et capable de transporter plusieurs véhicules de rentrée ciblés indépendamment. Ce dernier est un missile balistique lancé depuis un sous-marin développé pour les sous-marins nucléaires russes de classe Borai. Ce missile a une portée d'environ 550 000 et peut transporter plusieurs ogives. Mais que pense le président russe des échecs de ces lancements et de tous les autres échecs que nous évoquions dans le film? Eh bien, c'est comme d'habitude pour Poutine. Menaces, propagande et défense bien préparées. À l'heure actuelle, il s'efforce d'empêcher le Royaume-Uni d'autoriser l'Ukraine à utiliser les HIMARS, missiles britanniques à longue portée, Storm Shadow, contre des cibles russes. Auparavant, il n'avait pas fait de même avec les États-Unis, qui ont fourni à l'Ukraine des missiles ATACMS, le système de missiles tactiques à longue portée de l'armée, et ont autorisé leurs forces armées à utiliser ces missiles pour attaquer le sol russe. Le 25 septembre, quelques jours seulement après l'explosion catastrophique d'un missile nucléaire dans la même zone, Poutine a lancé un nouvel avertissement à l'Occident. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe, Poutine a révélé que le Kremlin mettait à jour sa doctrine nucléaire en réponse à ce qu'il a appelé un paysage mondial en évolution rapide, plein de nouvelles menaces et de nouveaux risques.
Un aspect important de cette doctrine actualisée est la disposition selon laquelle toute agression contre la Russie par un État non nucléaire, surtout si elle est soutenue par un État nucléaire, sera considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. Cela élargit la portée des menaces, océan perçues, et augmente le potentiel d'implication nucléaire. Poutine a fixé des conditions spécifiques dans lesquelles la Russie pourrait recourir à l'arme nucléaire, notamment en cas d'attaque à grande échelle impliquant des missiles, des avions ou des drones. Il a souligné que le recours aux armes nucléaires pourrait également être justifié si la Russie ou son allié la Biélorussie était confronté à une agression conventionnelle. Ces commentaires marquent un changement significatif dans l'approche de Moscou sur les questions nucléaires, permettant une interprétation plus large du moment où les armes nucléaires peuvent être jugées nécessaires. Il est clair que Poutine fera autant de gymnastique mentale que nécessaire pour justifier sa position de plus en plus agressive. Quelques jours seulement avant la dernière catastrophe du missile Sarmat, Poutine a tenu une conférence de presse qui ne peut être décrite que comme un cours magistral dans l'art de la déviation. Il a expliqué clairement pourquoi l'utilisation potentielle d'armes à longue portée fournie par l'Occident contre le territoire russe est tout simplement intolérable. Dans le monde de Poutine, l'armée ukrainienne semble totalement incapable d'utiliser des armes de haute technologie sans le soutien de l'OTAN. Dans son style classique, il a déclaré que seul le personnel militaire de l'OTAN pouvait assigner des missions aériennes, suggérant que la seule façon d'utiliser ces armes à longue portée en Ukraine était par l'implication directe de l'OTAN. Poutine a ensuite déclaré que toute implication de l'OTAN dans le conflit équivaudrait à déclarer la guerre à la Russie. Il a fait valoir que si une décision était prise d'utiliser des armes à longue portée, cela impliquerait uniquement une implication directe. Selon Poutine, l'ingérence directe de l'OTAN en Ukraine est un acte de guerre. Ses paroles exactes étaient les suivantes. Cela signifierait que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens seraient en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, dans le but de changer l'essence du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en réponse aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Mais soyons honnêtes, tout que discours n'est qu'une tentative à peine voilée de se cacher de la pression croissante des échecs militaires sur le terrain. Après tout, si ces missiles explosent dans son propre jardin, la dernière chose qu'il souhaite, c'est que quiconque pense qu'il ne peut pas supporter un peu d'aide de l'Occident. Mais que pensez-vous des affirmations de Poutine sur la capacité de l'Ukraine à utiliser les armes occidentales sans l'aide directe de l'OTAN? Ces craintes sont-elles justifiées d'une manière ou d'une autre? Pour en revenir au sujet du film, quid est, selon vous, l'échec récent du missile Sarmat sur les capacités militaires de la Russie? Et quel impact cela aura-t-il sur la future stratégie nucléaire de la Russie? Et enfin, et c'est peut-être le plus important, quel degré d'humiliation un président peut-il endurer avant d'envisager une nouvelle carrière? Laissez vos suppositions dans la section commentaires ci-dessous.